Bonsoir. Beate Klarsfeld, c'est celle par qui le scandale, mais aussi par qui la vérité arrive. Le scandale d'abord. Souvenez-vous, il y a 4 ans, cette jeune Allemande obstinée giflait en public le chancelier fédéral allemand Kiesinger, coupable à ses yeux d'activités nazies pendant la guerre. La vérité ensuite. Depuis quelques années, Beate Klarsfeld a entrepris, avec l'aide de son mari, de démasquer les principaux chefs nazis coupables de crimes pendant l'occupation en France. Et l'an dernier, elle réussit d'un exploit. Elle identifie Klaus Barbie, l'ancien chef de la Gestapo de Lyon, réfugié en Bolivie sous le nom de Klaus Altmann. Beate Klarsfeld remue ciel et terre, elle finit par vaincre le scepticisme général. Klaus Barbie, alias Altmann, est aujourd'hui en prison en Bolivie, où il attend d'être extradé pour être jugé en France. Alors, qui est Beate Klarsfeld? Pourquoi se bat-elle? Pierre Kramer le lui a demandé. La gifle de M. Kiesinger a été une sorte de secousse en Allemagne. J'aimerais que vous nous rappeliez tout d'abord pourquoi vous l'avez donnée. Mais cette gifle, je l'avais donnée à Kiesinger parce que l'ex-chancelier Kiesinger a pu devenir chancelier et pourtant c'était le directeur adjoint à la propagande radiophonique hitlérienne vers l'étranger, donc un homme docteur en droit, un homme qui savait ce qu'il faisait, qui connaissait la situation militaire et ce qui se passait dans les camps. D'imposer à la jeunesse ouest-allemande en fin 66, début 67, un tel chancelier, je l'ai refusé. Et je l'ai refusé d'abord en publiant des brochures et en faisant une campagne en Allemagne de l'Ouest parmi les étudiants. Et j'ai pu voir qu'il y avait un mur de silence qui s'est créé autour du passé de Kiesinger. Et alors, étant donné que j'essaie dans mes actions être efficace et d'arriver jusqu'à une fin, eh bien, j'ai été obligée de changer de méthode, c'est-à-dire ne pas uniquement de me concentrer sur les protestations verbales, mais d'essayer de trouver un geste significatif, symbolique, qui marquera sur le front de Kiesinger son passé nazi et qui brisera aussi le mur de silence et qui fera savoir au monde entier que Kiesinger est un nazi. En frappant l'homme, vous avez donc frappé l'opinion publique. Mais est-ce que vous pensez que vous avez révélé quelque chose au peuple allemand à ce moment-là? C'est-à-dire que des Allemands ignoraient qui était Kiesinger. On ne peut pas dire que les Allemands l'ignoraient, bien entendu, parce qu'une certaine presse en Allemagne en avait parlé dès le début. Même la presse étrangère avait parlé du fait que Kiesinger était nazi et propagandiste. D'ailleurs, quand j'ai publié mon premier article refusant la venue au pouvoir de Kiesinger, je dis mise à la porte de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Donc j'avais appris ces renseignements par la presse étrangère et la presse allemande. Mais ce que cette gifle signifiait pour l'Allemagne, c'était quand même que les Allemands ont compris qu'il y a une forte nombreuse jeunesse allemande qui n'acceptera jamais de voir un ancien nazi devenir chancelier, et surtout aussi cette gifle est donnée au nom de tous ceux qui n'ont plus parlé, en disant toutes les victimes du nazisme et qui sont morts sous le nazisme. Et je crois que ces gens-là n'auront jamais admis que 20 ans après la guerre ou 25 ans après la guerre, quelqu'un qui était tellement impliqué dans le nazisme puisse devenir chancelier, représenter le peuple allemand. Maintenant, votre action va plus loin. Il y a le problème des criminels nazis allemands qu'on n'en est pas contumace en France, dont je me suis occupée depuis la signature de l'accord franco-allemand. Enfin, je crois, pour justement faire comprendre aux gens qui m'écoutent pourquoi j'agis, parce qu'il est très difficile souvent de la comprendre, étant donné que les actions sont assez diverses. Bien, je suis allemande, je suis très fière d'être allemande, mais être allemande, ça implique une responsabilité, car mon peuple a commis des crimes horribles. Eh bien, je me considère comme allemande qui a hérité le bien du peuple allemand, mais aussi malheureusement le mal du peuple allemand. Une affaire de conscience en quelque sorte. Mais comment est-il explicable qu'il y ait une minorité à laquelle vous appartenez seulement qui la manifeste, cette conscience et cette volonté de se laver? Mais justement, parce que je vous l'explique plus loin, j'essaie d'agir en tant qu'Allemande et de montrer au peuple allemand quel devoir
quels sont les devoirs de chaque Allemand. D'ailleurs, je parle là bien de l'allemand de droite, de gauche, du centre, n'importe. Eh bien, j'ai essayé d'assumer ces responsabilités, c'est donc d'empêcher la réhabilitation des criminels nazis de fait de droit, d'empêcher que d'anciens nazis comme Kiesinger puissent devenir chancelier, et aussi dénoncer l'antisémitisme, pas seulement à l'Ouest, mais aussi dans les pays de l'Est, car un peuple qui a envoyé 6 millions de juifs dans les fours crématoires ne doit pas se taire si aujourd'hui dans le monde se propage l'antisémitisme. Donc cette action, je l'ai assumée en allant à Prague et à Varsovie pour m'enchaîner et protester contre l'antisémitisme. Et à Prague, j'ai protesté également contre la restalinisation, contre la répression. Et donc, j'essaie d'assumer ces responsabilités, mais en tant qu'Allemande qui fait partie ni de l'Allemagne de l'Ouest et ni de l'Allemagne de l'Est. Et c'est ça le difficile de l'action, et c'est pour ça que je ne suis pas suivie par beaucoup d'Allemands, car je me considère comme une Allemagne réunifiée, vous voyez, une Allemande qui se bat pour la réunification du peuple allemand, car j'y crois foncièrement. Je suis sûre qu'un peuple important comme le peuple allemand ne peut pas être séparé pour longtemps. Alors vous avez frappé un certain nombre de coups assez violents, à part la gifle de M. Kissinger. Et il y a eu, au mois de mars de 1971, l'affaire Barbie que vous avez fait réapparaître. Oui, l'affaire Barbie avait commencé en été 70, étant donné qu'il y avait une plainte portée contre Barbie en Allemagne, au parquet de Munich, et un jeune procureur de 35 ans qui avait le dossier dans les mains et qui devait fermer, enfin qui a s'occuper de cette affaire, a eu le culot, enfin on peut dire l'inconscience ou le culot, de fermer ce dossier en disant si Barbie a envoyé en avril 1944 41 enfants juifs à Auschwitz, eh bien, pour ce procureur, il n'y avait pas de preuve subjective qu'en 1944, Barbie connaissait des enfants déportés à l'Est. Donc, vous voyez, nous avons senti, mon mari et moi, et les résistants français, que si un procureur allemand puisse invoquer de tels raisonnements, eh bien, ces mêmes raisonnements sont ressortis pour tous les autres criminels nazis allemands condamnés par contumace en France, donc Lischka et Hagen. Et donc, il fallait absolument s'opposer à ces raisonnements. Et nous avons donc mené une campagne en Allemagne même avec des résistants pour forcer le procureur allemand de rouvrir l'instruction contre Barbie, ce qui était à l'époque une question de principe, parce que nous ne savions pas où habite Barbie à l'époque, mais c'était pour montrer aux Allemands que la résistance française n'a pas oublié, que les Juifs que la communauté juive française non plus ne se laisse pas faire, car un tel argument était inacceptable. C'est en décembre 1970 que vous avez appris que Barbie vivait en Bolivie. Et bien sûr, la campagne qui était menée à Munich, dont je vous ai dit, a finalement fait publier les photos de Barbie que j'avais, des photos de Barbie de 1943 que nous possédions, nous l'avons publiées dans la presse allemande. Et le Süddeutsche Zeitung, qui est arrivé à un ami, enfin un Allemand vivant à Lima, il a reconnu dans Barbie 1943 un Allemand vivant actuellement à Lima. Et il a pris contact avec moi à Paris et il m'a dit, écoutez, cet Allemand-là, je le connais très bien, c'est Altman, homme d'affaires bolivien qui habite à Lima et telle adresse. Donc j'avais les renseignements nécessaires et j'ai apporté ces renseignements nécessaires aux Français, au gouvernement français, en demandant que les Français fassent le travail nécessaire, la demande d'extradition. Enfin, d'abord qu'ils vérifient ces renseignements et qu'ils demandent l'extradition au Pérou d'abord. Mais la France n'a pas agi rapidement. Et puis, pour forcer les Français à demander cette extradition, je suis partie une première fois en février 1971 en Bolivie avec les preuves d'identité que j'avais obtenues par le parquet de Cologne, qui entre-temps avait commencé à collaborer, après avoir fermé l'instruction contre Barbie, ils avaient commencé à collaborer avec nous et ils nous ont préparé toutes les pièces d'identité qu'ils ont eues par la police allemande. Donc ces pièces d'identité étaient suffisantes pour convaincre immédiatement après mon arrivée la presse péruvienne d'abord. Et puis quand j'étais en train de partir de Paris à Lima, Barbie avait pris la fuite pour la Bolivie. Eh bien je l'ai suivi en Bolivie et là aussi la campagne de presse que j'avais menée était concluante car le lendemain toute la presse bolivienne publiait Altman bien Barbie. Donc c'était le but de ce premier voyage. Et puis je suis revenue au mois de mars
encore une fois en Bolivie, cette fois-ci avec une vieille mère juive qui avait perdu justement ses enfants et qui ont été portés par Barbie. Et le but de ce voyage était montrer à l'opinion publique bolivienne que Barbie, car il s'est excusé en disant que je n'ai fait que le devoir d'un soldat allemand, j'ai réprimé la résistance qui est tombée dans le dos des soldats allemands qui occupaient la France. Nous avons bien voulu montrer qu'il a fait bien autre chose, pire et plus horrible, c'est-à-dire tuer des gens qui n'avaient rien à voir avec la guerre, qui étaient là parce qu'ils étaient des juifs. Donc nous voulons montrer les actions qu'il avait menées contre le peuple juif, contre les enfants, les vieillards innocents. Eh bien, je crois que nous avons réussi là aussi à convaincre l'opinion publique bolivienne, mais bien entendu, pour l'extradition, c'est tout autre chose, car, je crois, vous le savez, Barbie a fait venir le fasciste Banzer d'Argentine, c'est la colonie allemande là-bas qui détient plus que 60% de l'économie bolivienne, qui a aidé Banzer à venir au pouvoir, de faire tomber le général Torres. C'est cette colonie-là qui a donné l'argent à Banzer pour acheter des armes. Et puis il y a bien d'autres raisons pour que Barbie soit bien protégée et que le gouvernement actuel ne fera jamais une extradition de Barbie vers la France. Revenons en Europe. Lischka et Hagen pourraient être traduits dans quelques mois devant la justice française. Je vous ai dit, Lischka et Hagen sont les deux plus importants des criminels nazis allemands qu'on en ait pas compte du masse en France. Lischka, c'était en France le policier nazi numéro 1, et Herbert Hagen, qui était avant la guerre le chef d'Eichmann, qui a formé toutes les petites équipes autour d'Eichmann, qui est responsable de la solution finale. En France, c'est lui, l'adjoint du général SS Auberg, mais c'est lui surtout qui dirigeait la politique des SS en France. Donc un homme extrêmement important qui vit aujourd'hui donc comme Lischka dans l'impunité complète. Nous avons donc manifesté devant la maison de Herbert Hagen pour montrer aux gens de Warstein, de la ville où il habite, qui est Herbert Hagen. Nous sommes revenus peu de temps avant Noël en Allemagne, cette fois-ci avec les anciens déportés d'Auschwitz, des survivants des camps de mort. Et nous avons manifesté devant le nouveau Bundestag qui était constitué pour qu'il ratifie le plus tôt possible cette convention franco-allemande. Nous avons fait aussi la tentative d'enlèvement de Kurt Lischka. Nous avons voulu le ramener en France pour montrer aux Allemands que bien des Allemands, bien chez eux, des bons citoyens, redeviennent des criminels nazis aussitôt franchi le territoire français. Mais cette action avait raté, c'est-à-dire l'enlèvement, mais nous avons réussi à faire sortir l'ombre, à faire sortir Lischka de l'ombre, ce qui était déjà un travail efficace, car si cette ratification aura lieu, Lischka et Hagen seront les premiers contre lesquels sera ouverte une instruction, ainsi contre l'ancien chef de la Gestapo de Paris, l'adjoint de Lischka, qui lui ne s'était pas contenté d'occuper après la guerre des fonctions dans le privé. Lischka et Hagen sont des directeurs commerciaux. Mais Heinrich Hitlers, lui, est devenu haut magistrat, président de chambre des affaires sociales à Celle, en Basse-Saxe, et en plus responsable pour les litiges des victimes de crimes de guerre. Donc nous avons dénoncé cela aussi, avec une action d'éclat comme nous le faisons d'habitude pour forcer la presse d'en parler. Il y avait une instruction ouverte contre mon mari et moi pour la tentative d'enlèvement. Moi, je fais les 3 semaines de prison. Mon mari est revenu en Allemagne pour dénoncer que l'ancien chef de la Gestapo est un haut magistrat. Au moment où il est venu à Bonn pour le dénoncer dans une conférence de presse. Bien entendu, le parquet de Cologne a appliqué le mandat d'arrêt. Ils ont arrêté mon mari. Mais étant donné que le scandale, comme c'était prouvé chez moi, est quand même très grande, disons, mettant des antifascistes en prison qui dénoncent la situation honteuse de ces criminels nazis, eh bien les Allemands se dépêchent toujours de nous relâcher pour ne pas agrandir le scandale. Vous avez une action de conscience, de la conscience allemande, une action qui n'est par définition pas violente, et pourtant vous avez besoin des coups d'éclat. Mais bien entendu, je vous dis, pour forcer les murs de silence, pour forcer la presse d'en parler, ce que nous voulons justement faire comprendre dans l'opinion publique, il faut faire des éclats et, comme a dit le philosophe Yankelevitch, faire éclater le scandale par le scandale. Pensez-vous que la conscience allemande peut encore ignorer celle que le chancelier appelait la Klarsfeld ?
L'opinion publique, bien entendu, les Allemands me connaissent, ça ne veut dire pas que le peuple allemand m'aime. La génération de mes parents ne m'aime pas. D'ailleurs, s'ils avaient approuvé mes actions, je crois que je n'aurais jamais été obligé d'agir, car si les Allemands avaient tiré les conséquences qu'ils ont fait, s'ils avaient tiré les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, je crois que 25 ans après la guerre, on n'aura jamais eu un chancelier nazi comme Kiesinger, on n'aura jamais eu un président comme Lübke qui a construit les camps de concentration. Madame Klarsfeld, je vous remercie. Et j'ai pu voir qu'il y avait une mur de silence qui s'est créé autour du passé de Kiesinger. Et alors, étant donné que j'essaie dans mes actions être efficace et d'arriver jusqu'à une fin, eh bien, j'ai été obligée de changer de méthode, c'est-à-dire pas uniquement de me concentrer sur les protestations verbales, mais d'essayer de trouver un geste significatif, symbolique, qui marquera sur le front de Kiesinger son passé nazi et qui brisera aussi le mur de silence. Alors, qui est Beate Klarsfeld? Pourquoi se bat-elle? Pierre Kramer le lui a demandé. La gifle de M. Kissinger a été une sorte de secousse en Allemagne. J'aimerais que vous nous rappeliez tout d'abord pourquoi vous l'avez donnée. Mais cette gifle, je l'avais donnée à Kiesinger parce que l'ex-chancelier Kiesinger a pu devenir chancelier. Bonsoir. Beate Klarsfeld, c'est celle par qui le scandale, mais aussi par qui la vérité arrive. Le scandale d'abord. Souvenez-vous, il y a 4 ans, cette jeune Allemande obstinée giflait en public le chancelier fédéral allemand Kiesinger, coupable à ses yeux d'activités nazies pendant la guerre. La vérité ensuite. Et pourtant, c'était le directeur adjoint à la propagande radiophonique hitlérienne vers l'étranger, donc un homme docteur en droit, un homme qui savait ce qu'il faisait, qui connaissait la situation militaire et ce qui se passait dans les camps. D'imposer à la jeunesse ouest-allemande en fin 66, début 67, un tel chancelier, je l'ai refusé. Et je l'ai refusé d'abord en publiant des brochures et en faisant une campagne en Allemagne de l'Ouest parmi les étudiants. Depuis quelques années, Beate Klarsfeld a entrepris, avec l'aide de son mari, de démasquer les principaux chefs nazis coupables de crimes pendant l'occupation en France. Et l'an dernier, elle réussit d'un exploit. Elle identifie Klaus Barbie, l'ancien chef de la Gestapo de Lyon, réfugié en Bolivie sous le nom de Klaus Altmann. Beate Klarsfeld remue ciel et terre, elle finit par vaincre le scepticisme général. Klaus Barbie, alias Altmann, est aujourd'hui en prison en Bolivie, où il attend d'être extradé pour être jugé en France.